Si je suis honnête avec toi frérot, à la base cette vidéo, ça devait être une vidéo comme sur Dead by Daylight ou alors sur Spider-Man où je parle du plus grand mystère et c'est bon. Mais Naruto c'est une œuvre qui a tellement marqué ma vie que je me suis dit, allez brave gars, soyons fous, fais un iceberg propre et rends un bel hommage à la meilleure œuvre de tous les temps. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un iceberg, parce que ouais de base c'est juste un gros bloc de glace, mais quand on parle d'iceberg en vidéo c'est différent frérot, c'est un concept où on explore des anecdotes ou des théories de plus en plus sombres et méconnues sur un univers, une personne ou même un sujet en particulier, ça peut être vraiment sur tout. Et franchement, je me suis renseigné et je me suis dit comment ça se fait que personne en France n'a encore fait ça sur Naruto. Parce que soyons clairs, Naruto a l'un des univers les plus riches et complexes qui soient. Avant de commencer, petit disclaimer, je me dois de prévenir, plus on va descendre dans cet iceberg, plus ça risque de partir en couille. On va aborder parfois des sujets tabous, parfois sensibles, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts, vous savez à quoi vous attendre. Venez pas chialer dans les commentaires. Bref les frérots, on y est, j'arrête de blablater, comme tu le vois, j'ai essayé d'installer une petite ambiance sombre dans mon HLM, j'ai fait ce que j'ai pu frérot, m'en veux pas. Installe-toi confortablement, on va chercher un truc à graille parce que je sais que t'es un gros porc tout autant que moi. Et c'est parti pour cette vidéo, on s'attaque à l'iceberg sur Naruto. On commence avec une théorie plutôt légère mais sympa. Est-ce que Teuchi, le proprio d'Ichiraku Ramen, était un ninja? Et encore mieux, est-ce que c'était un ancien coéquipier de Minato? Cette théorie ne sort pas de nulle part, elle vient d'un détail dans l'anime et le manga. Elle est créée à partir de cette planche du manga. Cette planche où on voit Jiraiya avec son équipe. On y retrouve Minato donc et ses camarades. Et l'un des coéquipiers de Minato ressemble étrangement à Teuchi. Pour certains fans, ça fait aucun doute, c'est lui. Et ça expliquerait pas mal de choses. Par exemple, pourquoi Teuchi a toujours été super sympa avec Naruto, même quand tout le village le rejetait. Eh bien c'est simple, c'est un ancien ninja et ancien coéquipier du 4e Hokage. Il aurait eu un profond respect pour le père de Naruto et pour son sacrifice, et c'est l'une des raisons pourquoi le propriétaire d'Ichiraku Ramen a toujours été sympa avec Naruto. Bon, au final on n'a jamais eu de confirmation officielle, ça peut être lui comme ça peut être quelqu'un de complètement différent. Moi personnellement j'aime bien cette théorie et je trouve qu'elle rapporte une petite touche au personnage, une petite touche qui manquait peut-être, et ça explique énormément de choses au vu de la relation qu'il avait avec Naruto. Alors là, on est sur l'un des plus grands mystères de Naruto. Bon, vous me direz, si c'est l'un des plus grands mystères, alors pourquoi je le mets seulement dans la surface de mon iceberg? Eh bah frérot, tout simplement parce qu'il y a des centaines de vidéos sur ce sujet. Et donc pour moi, c'était pas si intéressant que ça d'en parler pendant des heures. Mais bon, c'est tellement une théorie connue qui a marqué les fans que j'étais obligé quand même d'aborder le sujet. Donc on va aborder tout ça de façon très simple. Hashirama Senju, c'est sans aucun doute l'un des ninjas les plus forts de l'histoire de Naruto. On sait qu'il a battu Madara, Kakuzu, des grands noms du monde Shinobi. Mais il y a un truc qui cloche avec Hashirama. Comment est-il mort? On a des informations sur quasi tous les décès des défunts dans Naruto, mais pas sur Hashirama. Si on peut se dire qu'il est simplement mort de vieillesse, eh bah c'est pas possible, pour deux raisons. La première est qu'il est mort alors qu'il avait seulement 2-3 ans d'écart avec son frère Tobirama, et Tobirama est mort dans sa quarantaine, donc mourir de vieillesse à 40 ans, c'est possible, mais honnêtement c'est très rare. Et la deuxième qui vient vraiment éteindre la théorie de la vieillesse, c'est que le premier databook du manga nous explique clairement que Hashirama serait mort au combat. Mais comment? Et c'est ce qui fait l'un des plus grands mystères de l'œuvre. Qui est cette fameuse personne qui a tué Hashirama? Ah, on parle quand même d'un mec qui a tenu tête à Madara Prime associé à Kurama, donc c'est pas n'importe qui. Qui est cette personne qui a battu Hashirama en combat? Et est-ce qu'il était tout seul? Bon, cette anecdote est plutôt connue, mais je me devais d'en parler quand même pour ceux qui l'ont loupé, et elle était très sympa, donc c'est parfait pour la surface. En 2019, des millions d'Américains étaient persuadés que la zone 51, une base militaire ultra secrète située dans le Nevada, renfermait des secrets inimaginables. Résultat, un hashtag est lancé sur les réseaux sociaux, un hashtag qui encourage un raid massif sur la zone 51. Là où on pensait que c'était qu'une blague, l'idée prend rapidement de l'ampleur. Les journalistes en parlent, ça fait clairement le tour du monde, et même le gouvernement américain doit réagir.
Ils avertissent que ce n'est pas une blague. Ils rappellent que la base est extrêmement sécurisée et que toute tentative forcée de l'entrée pourrait être accueillie par des tirs à vue. Beaucoup se mettent à populariser le hashtag Naruto Run, une référence à la fameuse façon de courir que les ninjas ont dans Naruto. Bras tendus en arrière, censé selon eux leur permettre d'esquiver les balles que le gouvernement va tirer. Mais ce qui commençait comme une simple blague devient sérieux. Des journalistes sont envoyés sur place pour couvrir l'événement. Dans un reportage, on peut même apercevoir des gens s'entraîner à courir comme Naruto à la frontière de la zone 51 en espérant vraiment pouvoir esquiver les balles grâce à cette technique. Ouais, c'est les Américains les frères. Dans un épisode de Ben 10, on peut apercevoir des personnages de Naruto, notamment Konohamaru et toute sa clique. C'est un détail qui passe inaperçu, surtout en Europe, mais qui mérite d'être souligné, puisque c'est plutôt méconnu. Moi, avant de tourner cette vidéo, je vous le dis, j'étais pas du tout au courant. Naruto, c'est extrêmement populaire aux États-Unis, et cet hommage discret montre à quel point l'univers de Naruto a marqué la pop culture, même dans des séries animées complètement différentes. Est-ce que tu savais qu'à la base, Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, ne devait pas s'appeler Hiruzen, mais Kacholo? Là tu vas me dire, ok, mais on s'en bat les couilles, c'est pas intéressant. Mais détrompe-toi frérot, c'est très intéressant puisque en plus de son nom changé, il devait avoir l'apparence d'un chien. Ah non les frères, il y a zéro blague, c'est vraiment ce qui devait se passer dans l'œuvre. De base, il devait être le chien de compagnie de Tobirama, mais à la mort de Tobirama, il devait prendre la relève puisqu'il y avait un délire comme quoi c'était un chien domestique grave puissant, etc. Et ouais, qu'on se le dise, ça pue complètement du cul, mais genre vraiment. Et heureusement qu'il a arrêté avec son idée parce qu'elle était vraiment claquée. Bon, on a vu quelques anecdotes, mystères, théories plutôt fun, rien de bien méchant, rien de bien sombre, disons-le. Certaines sont pas mal connues du public, comme la mort d'Hashirama, mais maintenant je vous propose qu'on commence à descendre dans cet iceberg et qu'on commence à raconter des théories un peu plus méconnues et un peu plus sombres. Alors que Jiraiya dit au revoir aux 3 enfants qu'il a élevés pendant un petit bout de temps, il leur adresse un dernier message personnel à chacun. Et le message qu'il portera à Conan est assez troublant. À Yaiko et Nagato, il leur dit qu'ils sont bien grandis, qu'il est fier d'eux, etc. Mais à Conan, il lui dit mot pour mot: je suis sûr que tu deviendras une femme très belle, on se reverra quand tu seras grande. Bon, personnellement, ça me fait grave mal au cœur, parce que c'est mon personnage préféré de toute l'œuvre. Et si je dois donner mon avis, je pense que c'est juste son humour. Mais pour beaucoup, si on rajoute au fait que Jiraiya demandait souvent à Naruto d'utiliser le sexy jutsu alors que Naruto était gamin, bah ça fait de Jiraiya un putain de gros pervers sadique qui a derrière chaque bonne action une intention mauvaise, souvent sexuelle. S'il a sauvé Conan et les autres, c'est parce qu'il a vu en elle un potentiel de beauté étant adulte. S'il a entraîné Naruto, c'est uniquement puisque Naruto pouvait se transformer en sexy jutsu. Et ouais, cette théorie enlève tout le bon côté à Jiraiya, ça le fait beaucoup plus passer pour un sadique qui profite des gens, et ça c'est extrêmement bizarre, puisqu'on voit plus du tout Jiraiya de la même façon. Wow, c'est sûrement l'une des théories les plus connues de Naruto, et honnêtement, elle fait frissonner. Je vous le dis, elle fait frissonner. Mais si je l'ai pas mis plus en dessous, c'est parce que comme Hashirama, elle est très connue, et donc on va rapidement en parler. Dans l'épisode 425 de Naruto Shippuden, Madara a réussi son plan. Il a réussi à plonger le monde Shinobi dans une énorme illusion. On le voit bien, c'est assez explicite, les personnages sont enfermés dans ce genjutsu, et sont en train de vivre leur plus grand désir. Sauf l'équipe 7. Bah oui, officiellement c'est expliqué par le fait que le Susanoo de Sasuke les a protégés des rayons du Mugen Tsukiyomi. Et c'est là que ça devient bizarre. Comment le genjutsu le plus puissant transmis par la lune peut être contré par un simple Susanoo? Alors oui, le Susanoo de Sasuke est très puissant, mais de là à contrer un genjutsu de ce niveau, franchement, on se fout de notre gueule. Surtout que par la suite, on se rend compte qu'après ce moment, Naruto vit la vie dont il a toujours rêvé. Naruto devient Hokage, il installe une vraie paix durable dans le monde des ninjas, il fait aussi revenir Sasuke à Konoha, bref, c'est son rêve quoi, son plus grand rêve le plus cher. Et pour beaucoup, ça c'est la preuve ultime que la fin de Naruto n'est pas celle que l'on croit. Le fait que la suite se passe comme Naruto l'a toujours voulu sans dérapage, bah ça explique tout. Madara a gagné et tout ce qu'on suit après l'épisode 425 de Naruto Shippuden est juste le rêve de Naruto. Le rêve de Naruto plongé dans le Mugen Tsukiyomi.
Rock Lee est très différent des autres genin, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. Déjà physiquement, il est le seul personnage humain de toute l'œuvre à avoir les yeux en forme de cercle, une tenue atypique et une dégaine peu commune. Mais bon, physiquement on s'en fout, c'est surtout au niveau de la personnalité et du mental que ça cloche chez Rock Lee. Il est différent, il a du mal à exprimer ses émotions et même lorsqu'il grandit, il garde son côté enfantin. Je suis pas un pro de l'autisme les frères, je m'y connais pas du tout honnêtement, mais cette théorie a vraiment pris de l'ampleur à un moment, surtout aux États-Unis. Beaucoup de personnes voient dans les symptômes d'une personne autiste Rock Lee en personne, comme par exemple le fait de se joindre à un groupe seulement avec l'aide d'un adulte. C'est typiquement Rock Lee avec Guy Sensei. Le fait de présenter des comportements bizarres, c'est typiquement Lee avec les autres genin. Le fait de posséder des talents pas en accord avec les normes sociales, c'est typiquement Lee avec le taijutsu. Vous voyez qu'en vrai ça tient quand même cette théorie et ça expliquerait beaucoup de choses par rapport à Rock Lee. Bon, après vous me direz qu'on peut clairement présenter ces signes sans être autiste et vous avez complètement raison, mais à l'heure d'aujourd'hui cette théorie n'a pas eu de contre-argument ou quoi et donc pour beaucoup elle est toujours valable. Un des personnages principaux d'Hunter x Hunter est le dernier membre de son clan qui a été massacré, car ce clan possédait un pouvoir, les pupilles rouges qui leur confèrent une puissance extraordinaire. C'est exactement les Uchiha dans Naruto. Une organisation criminelle surpuissante impose la terreur dans les deux univers, la brigade fantôme dans Hunter x Hunter et l'Akatsuki dans Naruto. L'examen des Chunin ressemble grandement à l'examen Hunter. Deux examens et deux arts qui ont beaucoup de similitudes. Dans Hunter x Hunter, il y a le Nen qui ressemble grandement au chakra. D'ailleurs, l'épreuve de la feuille pour connaître sa nature de Nen ressemble grandement à l'épreuve de la feuille pour connaître sa nature de chakra dans Naruto. Hunter x Hunter est sorti en 1997 et Naruto en 1998. Pour beaucoup, Naruto a plagié Hunter x Hunter. Mais qu'en est-il? Je suis un énorme fan d'Hunter x Hunter les gars, mais genre vraiment, bon pas plus que Naruto, mais je kiffe de fou. Et c'est vrai qu'on peut pas le nier qu'il y a énormément de ressemblances. Mais de là à parler de plagiat, je pense que c'est tirer le bouchon un peu trop loin. Je pense que Kishimoto s'est inspiré d'Hunter x Hunter comme il s'est inspiré de Dragon Ball, l'inspiration des plus grands pour créer un grand. Quand on prend l'œuvre dans son ensemble, bah personnellement, après c'est que mon avis, mais je trouve que Hunter x Hunter, ça a rien à voir avec Naruto. Danzo est vu comme un méchant. Il est catégorisé comme un des pires antagonistes de Naruto. C'est un des plus détestés. Mais analysons le personnage de plus près. Et si c'était un héros depuis le début? On a tendance à lui reprocher extrêmement de choses. Mais la vérité est que Danzo veut juste sauver des vies. Sauver les vies de son village. Gardez bien ça en tête les gars. À chaque mauvaise action de Danzo, des centaines, voire des milliers de vies sont sauvées. Lorsqu'il demande à Hiruzen de tuer Orochimaru, il avait raison. Orochimaru va par la suite attaquer Konoha et causer un nombre important de meurtres. Lorsque Danzo demande d'éradiquer le clan Uchiha, il le sait. Le clan Uchiha prépare une rébellion qui va causer une guerre civile qui tuera des milliers d'innocents. Danzo veut juste le bien de son village et de ses habitants. Et si ça doit passer par la cruauté, il n'hésitera pas. Danzo était d'ailleurs le premier à vouloir se sacrifier et donner sa vie pour son équipe lors de la première grande guerre ninja avant que Tobirama le fasse pour tout le monde. Alors si on prend le point de vue de Konoha, puisque c'est le point de vue de Konoha qu'on a lorsqu'on regarde Naruto, Danzo est un héros, bien plus que Kakashi, Hiruzen, Tobirama, qui vous voulez. C'est le héros de Naruto, c'est le héros de l'œuvre. C'est un travailleur de l'ombre qui fait le sale boulot que personne ne veut faire. Si on part de ce principe les frères, Danzo est-il toujours un fils de pute à vos yeux ou alors un héros qui mérite beaucoup plus de respect? Encore une fois, je pense que c'est juste la façon dont on perçoit l'œuvre. Est-ce que tu savais que Naruto avait tué seulement une personne dans l'œuvre? Et oui, malgré tous ces combats, Naruto n'a jamais tué son adversaire. Face à Kakuzu, c'est Kakashi qui l'achève. Face à Kaguya, Naruto scelle cette dernière, on peut pas parler de meurtre. Face à Pain, Nagato se sacrifie. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez les combats qu'a eu Naruto. On peut se dire que Naruto est un énorme pacifique qui n'a pas de sang sur les mains, sauf une personne. Et oui, beaucoup de monde ont tendance à l'oublier, mais Naruto a tué quelqu'un et cette personne, c'était plutôt un pur innocent. Alors qu'Itachi confronte Naruto, Naruto va utiliser un Rasengan sur ce dernier, sauf que ce n'était pas du tout Itachi, mais une illusion. Et la réelle personne derrière cette illusion, c'était lui, Yura, un personnage secondaire totalement innocent, qui était sous l'emprise de l'Akatsuki. Il avait certes un petit passé, mais c'était pas si méchant que ça. Donc ouais, Naruto il tue pas des Madara, il tue pas des Kakuzu, etc. Des vrais bandits, des vrais connards, mais quand il s'agit d'un innocent, là il y va, gros Rasengan dans sa mère. Bon, après le pauvre, il pouvait pas se douter que c'était une illusion, blablabla, tu connais. Mais quand même, ça fait un peu tâche, je trouve. Bref, comme tu l'as vu, il y a quand même une grosse différence entre le méconnu et le creepy, entre l'iceberg et sous l'iceberg. Mais les frères, je sais que vous en voulez plus. Vous voulez que ça parte en couille, qu'on va loin dans des délires, qu'on aborde des sujets tabous. Vous inquiétez pas, ça arrive et on s'attaque aux profondeurs de notre iceberg sur Naruto.
Masashi Kishimoto, créateur de Naruto, est un auteur de génie. Oui frérot, c'est un génie puisqu'il a réussi à captiver des millions de personnes à travers le monde juste avec son œuvre. Et si là maintenant tu regardes cette vidéo, c'est pas pour ma tête de bite frérot, mais c'est parce que tu surkiffes Naruto tout autant que moi. Mais même les génies se font harceler, voire menacer de mort. Pendant la publication du manga, Kishimoto a révélé avoir reçu des lettres de menaces et de harcèlement de fans étant déçus par certains arcs narratifs, notamment la fin de la guerre ninja et le mariage de Naruto et Hinata. Certaines de ces lettres contenaient des propos extrêmement violents, allant jusqu'à des menaces physiques, voire des menaces de mort contre lui et sa famille. Si l'œuvre Naruto dénonce l'harcèlement, la pression sociale et encourage l'humain à mieux comprendre son prochain, certains fans ne l'ont pas vu de cet œil, et il explique avoir réellement eu peur pour sa vie, surtout lorsqu'il voyait que ça prenait de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et ouais les gars, on dirait que ces gens n'ont pas lu le même manga que nous, parce que c'est pas du tout les valeurs que veut transmettre Naruto. Dans le chapitre 312 de Naruto, on découvre Hidan, un ninja qui a la particularité d'être immortel et d'utiliser son corps en guise de poupée vaudou s'il arrive à obtenir le sang de sa victime. C'est un des membres de l'Akatsuki dont on a le moins d'informations. On sait que c'est un psychopathe qui vénère un dieu du nom de Jashin. Il tue pour son dieu, il vit pour son dieu. Mais qui est Jashin? Et bah les gars, on n'a pas du tout d'informations. On est 10 ans après la fin du manga et on n'a toujours rien. Bon, vous me direz pour les plus aguerris que dans un des fillers de Boruto, on a un peu d'informations avec le personnage de Ryuki. Mais déjà, c'est pas canon puisque c'est un filler. Ensuite, l'iceberg que je traite est sur Naruto et non Boruto. Et pour finir, même si on prend en compte ceci, même avec ce personnage, ça nous donne rien du tout sur qui est Jashin. En fait, ce personnage dans Boruto, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous explique seulement que pour Jashin nous offre l'immortalité, il faut sacrifier un nombre d'humains en sa faveur. Et c'est tout ce qu'on sait. En soi, on sait pas qui est ce dieu, et ça aussi, c'est l'un des plus grands mystères de Naruto. Un dieu nommé Jashin, capable de donner l'immortalité et qui exige rien de moins que la mort et la destruction, et dont connaît seulement un disciple. Au fil des années, vous vous en doutez les gars, il y a eu pas mal de théories sur son existence. À l'heure d'aujourd'hui, on n'en sait rien et on peut se poser énormément de questions. Par exemple, pourquoi Orochimaru, lui qui a tant cherché à avoir cette immortalité toute sa vie, n'a pas rejoint ce culte? S'en battait les reins de sacrifier des humains. Alors pourquoi il ne l'a pas rejoint ce culte? Est-ce que ça demande quelque chose qu'Hidan avait en plus? Franchement, je paierais pour en savoir plus sur cette entité qu'est Jashin. Ce dieu, ce démon, je sais pas comment on peut le catégoriser. Et ça, ça prouve que malgré la fin de l'œuvre Naruto, ça cache quand même énormément de mystères. Énormément de mystères qui font travailler le cerveau des fans. Où est passé le corps de Shisui Uchiha? Comme on le sait tous, il se suicide à la rivière Naka devant Itachi, car il se savait mort, empoisonné par Danzo. Selon le roman d'Itachi, il aurait fait ça pour réveiller le Mangekyo Sharingan d'Itachi. Mais une chose est étrange, personne n'a retrouvé son corps par la suite, que ce soit la racine, que ce soit les Uchiha, ou que ce soit même Kabuto, pour pouvoir utiliser les Dotensei. Je veux bien que la rivière Naka soit un lieu vaste, mystérieux, mais si 3 groupes se décident de chercher son corps, ils l'auraient trouvé tôt ou tard. Mais c'est pas ce qui arrive dans le manga et dans l'anime. Et personne retrouve le corps de Shisui Uchiha, un des corps les plus convoités par beaucoup de monde. Et pour beaucoup, on a la réponse à cette question. On retrouve pas le corps de Shisui parce que Itachi l'aurait brûlé après sa mort. Lorsqu'on analyse la mort de Shisui, on voit pas son cadavre toucher le sol, mais on voit Itachi ne pas lâcher un œil Shisui avant d'éveiller son Mangekyo qui lui permet d'effectuer Amaterasu. La première utilisation du Mangekyo d'Itachi était donc face à son meilleur ami, pour pouvoir brûler son corps, pour éviter quelque chose d'encore plus grave. Quelqu'un de mal intentionné avait mis la main dessus. On l'a vu avec l'harcèlement qu'a subi Kishimoto, certains fans en particulier japonais sont vraiment fous. Et malheureusement, ça s'arrête pas là. En 2020, durant la période Covid, un mouvement va prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Un mouvement qui consiste à ne plus vivre dans son propre corps, mais de transférer son âme et son esprit vers un autre univers. C'est ce qu'on appelle le shifting. Là, vous allez me dire, mais Bravia, qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de partir en couille. Mais frérot, patiente, laisse-moi t'expliquer. Et sache qu'avant de faire cette vidéo et de me renseigner, j'étais tout aussi confus que toi par rapport à ce délire. Vous avez qu'à taper shift ou shifting sur YouTube pour voir que ce mouvement a pris extrêmement d'ampleur dans les réseaux sociaux, et là où je croyais que c'était un mouvement humoristique, je suis tombé bien bas les gars. Des milliers voire des centaines de milliers de témoignages expliquent qu'ils ont essayé de shift dans un autre univers, car ils ne voyaient plus de futur dans leur vie réelle. Et vous vous en doutez, parmi les univers les plus cités, on y retrouve Harry Potter, Game of Thrones, mais surtout Naruto. Alors si j'ai bien compris, c'est tout un fonctionnement. Tu dois préparer ton esprit à être transféré, c'est un peu comme un rêve lucide, c'est un bordel, il y a tout un processus. Et au début, si je suis honnête avec toi, je me suis dit bon, c'est des jeunes ou des mecs qui veulent se donner un genre, ils veulent faire les mecs différents, il y en a plein sur internet, ils font pas vraiment ce qu'ils disent, ils le pensent pas. Mais j'étais totalement à côté de la plaque.
On est 4 ans plus tard et le mouvement est loin d'être terminé. Au contraire, il prend de plus en plus d'ampleur et ça touche tout le monde. Des pères de famille, des petits, des ados. Des témoignages expliquent qu'ils ont réussi à aller dans le monde de Naruto, qu'ils ont vu leur personnage préféré et qu'ils comptent pas revenir dans le monde réel. Et je sais ce que vous pensez, puisque je l'ai aussi pensé. Vous vous dites sûrement, mais s'il transfère son esprit dans un autre univers, qu'est-ce qui devient le lui de base, son corps qui n'a pas été transféré? Et bah selon eux et cette théorie, il est remplacé par un autre qui n'est pas au courant de ce qui vient de se passer. Alors grosse connerie ou pas, même si je pense que c'est une connerie, je trouve ça quand même très inquiétant. Parce que comme je vous ai dit les frères, ce mouvement il touche beaucoup de monde. Et en particulier des jeunes qui y croient vraiment, qui en viennent à se renfermer sur eux-mêmes, à avoir des idées dépressives et à faire des trucs bizarres pour pouvoir vivre dans le monde de Naruto et rencontrer leur personnage préféré. Bon frérot, tu as vu jusque-là, on a vu des trucs qui sont vraiment bizarres, sombres, et disons-le, ça part en couille. Eh bien, on va pas s'arrêter là. On va partir encore plus en couille, voir des trucs encore plus bizarres, des théories et des anecdotes encore plus méconnues, puisqu'on se dirige tout droit vers les abysses de cet iceberg sur Naruto. Quand j'étais petit, j'étais un fou des jeux Naruto, et plus précisément de Naruto Uzumaki Chronicle. C'était un jeu différent, parce qu'il n'était pas canon à l'histoire et qu'il possédait une intrigue extrêmement différente de ce qu'on a pu voir. Pour vous faire un résumé, l'intrigue c'est ça. Depuis la mort du 3e Hokage, le village de Konoha a connu une pénurie de ninjas à envoyer en mission. Les genin du village de Konoha doivent désormais accomplir des missions de rang B ou supérieur pour pallier à ça. Et nous dans tout ça, on contrôle Naruto, mais on peut aussi avec le temps contrôler d'autres ninjas qu'on a à débloquer. Ce jeu avait la particularité d'être monde ouvert, et donc on avait pas mal de décors. Mais en plus d'avoir la particularité d'être monde ouvert, ce jeu avait la particularité d'être extrêmement, mais alors extrêmement bizarre. Pour vous dire, je ne suis pas un abuseur les frères, il y a carrément un article qui a été fait pour parler de l'ambiance lugubre de ce jeu. Je me rappelle que même lorsque je jouais gamin, je trouvais l'ambiance extrêmement flippante et pesante. Les décors étaient sombres, les PNJ avaient un comportement bizarre, c'était littéralement des adultes qui voulaient tuer des enfants, et vous pouvez me prendre encore une fois pour un abuseur, mais jouez au jeu et vous allez comprendre. Mais le pire dans ce jeu, hormis le fait qu'il y ait des théories comme quoi il était hanté, etc., ce n'est pas ça. C'est que la version européenne est sortie 2 ans après la version japonaise. Si à l'époque beaucoup se demandaient pourquoi, et honnêtement étant petit je savais pas pourquoi, je me contentais de jouer, mais j'ai souvenir d'avoir trouvé l'intrigue plutôt vide dans la version européenne. On n'avait pas de réponse à certaines questions dans l'histoire, et j'ai souvenir qu'il y avait des machines bizarres à certains moments où on nous dit même pas ce que c'est. Ce n'était même pas expliqué. Et moi je le savais pas étant petit, mais c'est parce que la version française, européenne et américaine était censurée. En fait, la version japonaise est beaucoup plus effrayante et explicite. Si le jeu possède déjà une ambiance, comme je vous l'ai dit, extrêmement hanté, le jeu dans sa version japonaise parle de possession, de manipulation psychologique et de sacrifice humain. Ça va vraiment super loin pour un jeu qui est censé être à la base pour les enfants. Comme je l'ai dit, vous combinez cela à une ambiance extrêmement pesante, et ben on dirait pas un jeu Naruto en fait. Je vous invite sincèrement à découvrir le jeu les frères, mais genre vraiment, parce que moi en revoyant des vidéos de gameplay de ce jeu en faisant la vidéo, bah ça m'a rappelé extrêmement de souvenirs. Et ce jeu est vraiment, mais alors vraiment bizarre. C'est sans aucun doute le jeu Naruto le plus bizarre jamais créé. Est-ce que dans le monde de Naruto, il y aurait la religion du christianisme? Alors cette idée ne sort pas de nulle part, il existe 2 grands points qui viennent appuyer cela. Tout d'abord, Zabuza. Au début de l'œuvre, il ne fait que parler d'enfer et de paradis. Il ne cesse de répéter qu'il ira en enfer. Et lorsqu'il parle d'enfer, il ne parle pas du même enfer que les autres personnages. Et surtout, Zabuza se fait enterrer de cette manière. Une tombe qui nous rappelle grandement les tombes chrétiennes, avec le symbole de la croix du Christ, de la même manière que sont enterrés les chrétiens dans notre vie à nous. Et c'est plutôt troublant, puisque si on peut se dire que c'est fait par hasard, et bah non, c'est pas possible que ça soit fait par hasard. Dans Naruto, on a vu des centaines de fois des tombes, et elles étaient toutes représentées de la même manière, d'une manière très simple, sans signe religieux. Et la théorie ne s'arrête pas là. Dans l'épisode 481, un filler, on retrouve une statue très étrange. Beaucoup y voient dans cette statue la Vierge Marie, un personnage emblématique du christianisme. Et encore une fois, c'est pas fini, puisqu'on a encore un argument. Lors de l'examen des Chunin, alors qu'on a un plan sur la foule qui admire les combats, on retrouve un homme avec un collier et une croix de Jésus une nouvelle fois. Je trouve que ça fait pas mal de choses pour des simples coïncidences. Et dites-vous que d'autres personnes vont encore plus loin. Ils voient encore d'autres indices qui prouveraient que le christianisme est présent dans le monde de Naruto. Vous avez juste à taper Christian and Naruto sur internet et sur Reddit pour vous rendre compte que cette théorie est vraiment quelque chose. Alors simple coïncidence ou alors Jésus a-t-il une place dans le monde Shinobi? On le saura sûrement jamais.
La maladie d'Itachi, ça aussi c'est un des plus grands mystères de l'œuvre. On sait pas vraiment ce qu'il avait comme maladie et il existe des centaines de théories sur ce que ça aurait pu être. Et vous vous en doutez, l'une des plus répandues, et c'est pour ça que je l'ai mis aussi bas, c'est que Itachi avait le sida. Bon, avant de parler des arguments de cette théorie, je me dois de résumer en 2-3 mots ce qu'est le sida. Généralement, on ne meurt pas du VIH, on meurt des maladies qu'on attrape ensuite. Le sida, c'est une maladie qui va grandement affaiblir les systèmes immunitaires. Et donc c'est pour ça que malheureusement, les personnes atteintes de cette maladie peuvent mourir d'un simple rhume ou d'une simple grippe. Mais bref, revenons à Itachi et quels sont les arguments à propos de cette théorie. On a deux planches du manga assez troublantes. Ça va arriver 2 fois, ça va être rapide, mais ça va lancer cette théorie. 2 semaines avant le combat Sasuke-Itachi dans l'univers de Naruto, Kisame dira à Itachi de se couvrir alors que le temps était pluvieux. Il lui dira que sinon, il risque d'attraper quelque chose. Et quelques chapitres après, Itachi tombe malade. Et à sa mort, Obito que Itachi faisait attention à sa santé en prenant des médicaments car il avait une maladie. Voilà donc ce qui s'est passé selon cette théorie. Itachi savait qu'il avait le sida, mais il faisait très attention à ne rien attraper. Il se couvrait, prenait des plantes, etc. Mais alors que le temps passa, il savait que Sasuke allait venir le chercher. Il l'a appris grâce à Deidara et à l'Akatsuki. Il savait que son heure était venue. Et c'est pour cette raison qu'il ne se couvre pas alors que la pluie bat son plein. Il attrape un virus non mortel qui devient mortel à cause du sida et il décéda de cette manière. Puisque si on se rappelle, bien avant ce moment où Itachi ne se couvre pas à la demande de Kisame, Itachi avait l'air en forme. Il n'y avait aucun signe de faiblesse ou de maladie de sa part. Mais comment aurait-il pu attraper la maladie du sida? Eh ben, il y a différentes hypothèses. Mais la plus probable est qu'il aurait pu l'attraper en combattant. Il saigne, son adversaire saigne aussi, ça va super vite. Bon, pour ceux que ça intéresse cette théorie et qui parlent anglais, il y a un YouTuber qui a super bien expliqué cette théorie. Je vous mets le lien en description. Kishimoto ne s'en cache pas. Pour s'inspirer de ses personnages, ses décors et de son histoire, il s'inspire de la vie réelle, et en particulier de l'histoire du Japon. Comme il explique, les grandes guerres ninja sont inspirées des guerres mondiales. Mais qu'en est-il du personnage d'Orochimaru par exemple, de ses bases secrètes et de ses expériences sur des humains torturés? Et bah frérot, sache que c'est clairement inspiré d'une vraie histoire qui existe au Japon et qui a marqué l'histoire de ce pays. En 1935 démarre ce qu'on appelle l'unité 731, une unité créée à la base pour la prévention des épidémies, sauf que les frères, ça va tout sauf être ça. Le lieu va devenir extrêmement sécurisé et va voir de nombreuses personnes se faire torturer sous couvert d'expérimentation. On parle de viol, de mutilation, bref des pires atrocités que peut commettre un être humain. Et même si le Japon a reconnu cela officiellement en 2002, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui un des plus grands tabous du pays. Et quand on compare les lieux de cette fameuse unité 731 et avec les bases d'Orochimaru, on peut y voir de grandes ressemblances. Des longs couloirs, des chambres tous les 3 mètres carrés et une ambiance grave lugubre. Ouais, on a vu que Kishimoto pouvait s'inspirer de trucs joyeux comme Dragon Ball ou alors Hunter x Hunter, mais ça lui arrive des fois d'avoir des inspirations vraiment tordues. Comme tu l'as vu, on a vu pas mal de trucs dans cet iceberg. Je pense que là on arrive au fond du fond de Naruto. J'ai essayé de prendre des trucs méconnus qui partent en couille. Et pour le coup on est bien parti en couille, mais on n'a pas vu le pire du pire. Et c'est ce que je vais vous présenter avec cette dernière théorie. En 2012, un enfant russe de 14 ans saute par la fenêtre après avoir assisté à la mort d'Itachi. L'enfant ne survivra pas. En 2014, on retrouve des milliers de témoignages de personnes disant être dépressifs, voire avoir envie de se suicider à la suite du visionnage de Naruto. Ouais, je vous invite à taper tout cela une nouvelle fois sur internet, vous allez voir qu'il existe des centaines, voire des milliers de témoignages choquants, disant que Naruto les a rendus dépressifs, voire suicidaires. Et bizarrement, je me suis renseigné, on ne retrouve pas ça dans d'autres animés, que ça soit One Piece, Dragon Ball ou encore Hunter x Hunter. Mais il y a un truc troublant dans Naruto que beaucoup de personnes ont révélé. Est-ce que vous avez vu le nombre de personnages qu'on pourrait mettre en lien avec le suicide? Sakumo attaqué, le père de Kakashi se suicide après avoir effectué un acte héroïque non reconnu. Alors que les habitants de Konoha le détestent, ils tournent leur veste après son suicide et le voient enfin comme un héros. Deidara lui aussi va se suicider et vendre ça comme étant l'aboutissement de sa vie et de son art. Kisame, il se suicide pour ne pas avoir à donner des informations concernant l'Akatsuki et il est aussi vu comme un héros. Et la liste est encore longue. Neji, Obito, Aku, Danzo, le père de Neji, Shio, Rin et on peut continuer encore longtemps. La plupart des personnages de Naruto décédés sont liés à un suicide ou un sacrifice. Si je suis honnête avec vous, j'avais jamais pensé à cela en regardant Naruto, mais c'est vrai que le nombre de personnages qui meurent de cette manière, c'est super troublant. On parle d'un pays, le Japon, où le taux de suicide est l'un des plus élevés au monde et en Asie, où le suicide était même vendu à l'époque des samouraïs japonais comme quelque chose d'honorable. Alors est-ce que Naruto donnerait une bonne image de suicide? Est-ce que l'œuvre pourrait provoquer des idées dépressives?
Je t'avais dit que ça allait partir en couille, et comme toutes les théories que j'ai partagées dans cet iceberg, je te laisse te faire ton propre avis sur cette dernière théorie.